Alors voilà à quoi ressemble Shanghai, cette ville de 24 millions d'habitants, quand une partie de ses habitants se retrouve encore bloqués dans d'autres provinces après le nouvel an chinois et quand les autres restent chez eux. On voit quelques voitures, quelques vélos électriques qui apportent à leurs destinataires la nourriture commandée. On dirait bien un dimanche dans une petite ville européenne. Les magasins et les restaurants sont fermés pour la plupart et les seuls points où l'on trouve plus d'animation sont les magasins d'alimentation qui sont toujours ouverts pour des raisons évidentes. Alors j'ai pris mon vélo ce matin pour voir à quoi ressemble Shanghai un samedi matin depuis que l'épidémie du coronavirus a pris de l'ampleur. Les transports en commun fonctionnent, mais sont bien sûr pratiquement vides. C'est sans doute le signe que l'épidémie est encore peu importante à Shanghai à ce jour. 281 cas répertoriés. Bien entendu, la vie ici à Shanghai est beaucoup plus simple que dans le Hubei, notamment à Wuhan. Ici à Shanghai, on est à la maison parce que les bureaux et les entreprises sont fermés. Probablement jusqu'à la semaine prochaine, on ne sait pas trop. Alors on manque de masques, bien sûr. Pour obtenir un masque, par exemple, il faut se présenter à l'autorité locale avec passeport et contrat de bail et on nous informera quand les masques arriveront. Ça c'est la théorie parce que le gérant de notre immeuble nous a informé que beaucoup de gens n'avaient toujours rien reçu de leur commande. Alors on reçoit tous les jours une telle quantité d'informations sur cette nouvelle maladie qu'il est impossible de tout lire et difficile de tout digérer. Je voudrais ici faire un résumé des 5 dernières semaines pendant lesquelles cette épidémie est passée de quelques cas dans une ville carrefour du centre de la Chine à une situation affectant maintenant 24 pays. Alors on peut rappeler que l'on a commencé à parler d'une mystérieuse pneumonie le 30 décembre 2019 lorsqu'un médecin nommé Li Wenliang a discuté 7 cas de pneumonie grave d'origine indéterminée dans un groupe de collègues en ligne. Il suspectait, ce médecin, à ce moment le retour du SRAS. Alors vous savez que les conversations sur les réseaux sociaux sont surveillées en Chine. Dr Li Wenliang a été arrêté peu après pour avoir répandu des rumeurs, soi-disant, et pour trouble de l'ordre public, puis libéré après avoir signé une lettre où il reconnaissait ses torts et promettait d'arrêter ses activités illégales. Et puis un nouveau virus a été identifié à partir de ces 7 cas. Un virus proche du virus ayant causé l'épidémie de SRAS, en effet, une autre pneumonie grave qui avait sévi entre novembre 2002 et l'été 2003 et avait infecté 8096 personnes et tué 774 d'entre elles, soit 9,6% des cas. Alors ce nouveau type de coronavirus a été provisoirement baptisé 2019 nCoV. Le virus avait donc aussi, comme SRAS, une parenté avec d'autres coronavirus retrouvés chez les chauves-souris. Cliniquement, donc, le docteur Li Wenliang avait raison. Il s'agit d'une pneumonie sévère, comme SRAS, et probablement d'origine infectieuse. On a rapidement déterminé que les premières personnes infectées avaient un lien direct avec un marché aux poissons à Wuhan, le marché de Huanan. Alors, on n'y vendait pas d'ailleurs que du poisson sur ce marché, mais aussi plusieurs espèces d'animaux sauvages et exotiques, vivants ou morts d'ailleurs. Alors, le marché a été fermé le 1er janvier 2020. Les premiers cas manifestés autour du marché de Huanan ont tout de suite fait suspecter l'existence d'un virus animal transmis aux gens en contact avec des animaux du marché. La transmission de l'animal à l'homme n'implique pas forcément la transmission entre personnes. Dans le cas du SRAS, le virus était transmis par des civettes, donc un mammifère, sur un marché de Canton, mais venait originellement d'un virus de chauve-souris. On a ensuite montré que les chauves-souris constituaient un réservoir de virus et de coronavirus en particulier, du fait de leur tolérance à ces virus, semble-t-il. Cela implique que la proximité sur les marchés d'animaux normalement isolés dans la nature favorise le passage de virus d'un animal vers un autre, plus proche génétiquement de l'homme, pour finir par aboutir à l'homme. Parfois, un nouveau virus peut ensuite se transmettre d'homme à homme. Alors le premier décès par ce nouveau coronavirus a été annoncé par la voie officielle le 11 janvier et le deuxième décès le 17 janvier 2020. Le premier cas d'infection hors Chine a été annoncé le 14 janvier chez une passagère en provenance de Wuhan. Il y a le 20 janvier 278 cas répertoriés pour la maladie, dont 51 sévères et 6 décès. Le 20 janvier, toujours, la Chine annonce officiellement ce que l'on craignait déjà, que le virus se transmet très probablement de personne à personne. Les premiers cas sont annoncés à Pékin et à Shenzhen. Il y aura aussi 17 décès et 425 cas dès le 22 janvier. Alors un article du Lancet publié le 24 janvier 2020 décrit 41 cas confirmés de ce nouveau coronavirus détecté par un test diagnostique, cette fois-ci développé depuis la découverte du virus. La moitié des cas de l'article avaient moins de 50 ans, le plus jeune avait 25 ans et il n'y avait pas d'enfants dans cette cohorte. 32% ont nécessité une admission aux soins intensifs, 66% des patients avaient une histoire de fréquentation du marché de Huanan, de Wuhan. Et donc, oui, 34% n'avaient pas d'histoire de fréquentation de ce marché, impliquant donc le plus probablement une transmission interhumaine.
98% des patients présentaient de la fièvre, 76% de la toux et 44% des douleurs musculaires et de la fatigue. Alors il est aussi mentionné que peu de patients dans cette série ont présenté des signes de rhume comme le nez qui coule, des éternuements ou un mal de gorge. Mais il faut noter qu'on n'a pas cherché le virus dans les sécrétions du nez et de la gorge chez ces patients. La moitié des patients a eu des difficultés à respirer, développées pour la moitié d'entre eux 8 jours et jusqu'à 13 jours après le début des symptômes. Cela suggère que les premiers cas à chercher de l'aide à l'hôpital peuvent n'apparaître que pratiquement 2 semaines après l'infection, si l'on compte environ 5 jours d'incubation pour développer les symptômes après l'infection. Alors la description du génome, le code génétique complet du virus a été publié le 25 janvier 2020 sur Biorix à partir des 7 patients hospitalisés à l'hôpital central de Wuhan dès le 12 décembre 2019. On sait donc autour du 20 janvier que le virus se transmet entre les gens et pas seulement depuis un animal vers l'homme. On ne sait pas encore si la transmission est facile, bien que l'explosion des cas diagnostiqués à Wuhan le suggère fortement. SARS, par exemple, ou SRAS se transmettait facilement, mais essentiellement lorsque les patients étaient déjà très symptomatiques, ce qui rendait leur isolement facile et ce qui a contribué grandement à l'endiguement de l'épidémie. Dans un rapport pour l'OMS du 22 au 24 janvier 2020 par Neil Ferguson et ses collègues, on lit qu'une transmission autosuffisante est la seule explication possible à l'ampleur de l'épidémie à Wuhan, expliquant que chaque personne infectée infecte en moyenne 2,6 autres personnes, la valeur du fameux R0. Cela signifie, d'après le rapport, qu'il faut bloquer plus de 60% de la transmission pour contrôler l'évolution de l'épidémie. Alors pour contrôler l'épidémie en l'absence de traitement et de vaccin, le seul moyen est de pouvoir rapidement détecter les cas et les isoler, dit-on encore dans le rapport. Un des problèmes dans ce cadre, apprend-on encore, c'est la méconnaissance du spectre de la maladie. Est-ce que notamment des cas peu symptomatiques avec peu de signes de maladie peuvent transmettre le virus efficacement? Alors dans ce cadre, les auteurs du rapport recommandent de pouvoir tester au maximum de ce qui est possible les cas potentiels, incluant aussi les cas présentant une maladie peu sévère. Le 23 janvier, la veille du Nouvel An chinois, les autorités provinciales du Hubei prenaient de telles mesures en fermant les accès de plusieurs villes, incluant Wuhan, en isolant effectivement une population d'environ 50 millions de personnes du reste de la Chine et au sein de la province, bloquant les routes et les transports publics. Les gens portent désormais un masque et restent chez eux autant que possible, avec interdiction de quitter la ville. C'est à ma connaissance une première mondiale dont les effets sont donc encore incertains. Wuhan est, rappelons-le, une ville de 11 millions d'habitants, centrale en Chine et par laquelle passe un grand nombre de voyageurs en temps normal, mais encore plus depuis que la migration du Nouvel An chinois a commencé autour du 18 janvier 2020, impliquant, comme chaque année, un mouvement de centaines de millions de personnes à travers la Chine. Alors jusqu'à la fermeture de la ville, des dizaines de milliers de gens ont en effet transité par le Hubei et par Wuhan en particulier, et bien entendu, beaucoup de gens de Wuhan ont aussi quitté la ville. On peut donc s'attendre à l'infection de nombreuses personnes dans d'autres provinces pendant cette période du Nouvel An. En attendant, le 23 janvier, il y avait déjà 10 cas recensés à Pékin, 26 cas dans la province de Canton et 38 suspects à Hong Kong et 571 cas au total en Chine. Mais que sait-on vraiment de la transmission à ce moment-là de l'épidémie? En effet, on mesure déjà la température des voyageurs et aussi dans les lieux publics depuis plusieurs jours à cette date. Mais si la fièvre n'était en fait pas un élément suffisamment discriminant, en d'autres termes, nous savons tous que lors d'un rhume, chacun aura des symptômes un peu différents. Certains auront de la fièvre, surtout dans le cas de la grippe par exemple, mais d'autres pourront seulement avoir un peu le nez qui coule et se sentir fatigués. Dans le cas du rhume, il s'agit du plus grand nombre des infectés qui n'auront que quelques symptômes légers. Vu l'explosion du nombre de cas, l'article du Lancet décrivant les premiers cas hospitalisés ne montrait très probablement qu'une toute petite partie du spectre de la maladie, ceux qui étaient en effet assez malades pour aller à l'hôpital, pendant que d'autres, moins malades, continuait à disséminer le virus. Un article du Lancet, publié aussi le 24 janvier 2020, illustre bien la transmission interhumaine, sans lien avec le marché de Wuhan donc, et le spectre des symptômes de la maladie chez une famille de Shenzhen, une ville de Chine à la frontière avec Hong Kong. Une famille donc contaminée pendant plusieurs jours passés avec les membres de leur famille à Wuhan. Ils ont présenté des signes assez typiques de maladies virales banales, fièvre, nez qui coule, toux, douleur de gorge et même de la diarrhée. Un enfant de 10 ans de la famille a aussi été testé positif pour le virus, mais ne présentait par contre aucun symptôme, malgré des anomalies radiologiques dans les poumons. Les plus âgés de la famille avaient aussi plus de symptômes que les plus jeunes.
On se trouve donc apparemment dans une situation proche de ce qu'on observe dans un rhume banal ou dans la grippe saisonnière, une transmission par des personnes pas suffisamment malades pour aller à l'hôpital et suggérant l'infection par des gouttelettes respiratoires émises lors de la toux, les éternuements ou la conversation et via des objets souillés par ces gouttelettes, notamment par les mains également. La fièvre notamment n'est pas un facteur discriminant les infectés des autres non infectés dans ces conditions. Les gens sont infectés par la bouche, le nez et les yeux. Alors une correspondance publiée dans le New England Journal of Medicine le 30 janvier 2020 suggère que les cas asymptomatiques peuvent aussi transmettre la maladie. L'information a ensuite cependant été corrigée le 3 février. Le cas étudié n'était pas asymptomatique lorsqu'il a infecté d'autres personnes. Alors c'est une information qui montre la difficulté de trouver et de produire des informations fiables dans les circonstances actuelles. Cependant, certains experts restent convaincus qu'un certain nombre de gens peuvent en effet transmettre le virus sans symptômes. En réalité, dès lors que l'on accepte l'idée que les gens peu symptomatiques peuvent transmettre le virus comme cela se passerait avec un rhume par exemple, eh bien la possibilité d'une transmission asymptomatique devient plus grande également. Alors le 30 janvier, après le recensement de 7730 cas en Chine et de 98 cas dans 18 pays du monde, l'OMS a déclaré que l'épidémie de coronavirus était une urgence de santé publique de portée internationale, après 2 semaines de tergiversation. Alors une des questions est aussi de savoir si le virus peut se transmettre par des particules en suspension dans l'air, en aérosol autrement dit. En anglais, pour clarifier, on utilise le terme airborne. Des gens partageant le même air qu'une personne infectée pourraient alors être infectés eux-mêmes, même après le départ de cette personne et donc sans être en contact direct avec la personne infectante. L'air conditionné central peut alors aussi contribuer à cette transmission par l'air. On sait que ce type de transmission pouvait être le cas dans certaines circonstances avec SRAS, bien que l'on ne comprenne toujours pas, 17 ans plus tard, le mécanisme exact de ces situations. Alors qu'en est-il donc de ce nouveau coronavirus ? Eh bien, la nouvelle vient de tomber lors d'une conférence de presse à Shanghai le 8 février 2020. Le virus se transmettrait bien par aérosol, par des particules en suspension dans l'air. Bien entendu, ces nouvelles peuvent encore être corrigées, mais vu la gravité de la situation à Wuhan en particulier, il convient bien sûr de prendre le parti de la prudence. Alors, concernant les chiffres, nous sommes actuellement à 37 000 cas confirmés, plus de 6 000 cas graves et 812 morts. Les premiers patients de cette épidémie ont été hospitalisés à Wuhan mi-décembre 2019, il y a 1 mois et 3 semaines seulement. Il y a maintenant 280 cas recensés dans le monde, 5 cas graves et un décès. On a donc dépassé le 8 février 2020 le nombre de décès provoqués par le SRAS. On a aussi appris le 6 février au soir la mort, malheureusement par la pneumonie à coronavirus, du docteur Li Wenliang, âgé de 34 ans. Il était pour rappel le médecin dont on a déjà parlé qui avait le premier discuté l'existence de cas de pneumonie ressemblant à SRAS à Wuhan fin décembre 2019 et qui avait été puni par la police pour avoir propagé des rumeurs soi-disant et troublé l'ordre public. Sa mort a provoqué une grosse indignation en Chine et sur Internet en général. Il a fait son métier, il avait raison et on le lui a reproché et il est mort de la maladie pour laquelle il avait sonné l'alerte. Alors, qu'en est-il de la mortalité ? Le nombre de morts par rapport au cas est remarquablement stable en Chine, au centième près d'ailleurs, à 2%. Alors il y a un peu de variation derrière la virgule dans les millièmes, ce qui est en effet remarquable avec des données épidémiologiques. Trop remarquable diront certains. Ces données, on le rappelle, sont officielles et sont les seules données dont nous disposons. Par ailleurs, le pourcentage des cas graves oscille entre 13 et 17% et la mortalité chez les cas graves est autour de 15%, aussi avec une certaine variation entre 10 et 17%. Alors une grosse question qui se pose, c'est le nombre de cas graves que produit l'épidémie, en particulier parce que cela conditionne le nombre de lits d'hôpitaux, le matériel et les ressources humaines nécessaires en plus de la gestion quotidienne. Alors, dans une vidéo précédente, j'expliquais que la mortalité de 2% reflétait la manière dont les cas étaient définis, qu'en gros, les critères pour tester les gens étaient basés sur un ensemble de symptômes et de signes stricts, notamment un CT scan des poumons et une prise de sang anormaux. Cela excluait donc les cas légers qui ne consultent pas. On peut donc soupçonner, au vu de ce que l'on sait de la manière dont se transmet l'épidémie et de l'existence démontrée de cas peu graves, qu'un spectre de gravité différent, autrement dit, on peut soupçonner que le nombre de morts par rapport au total des cas est en dessous de 2%.
Par contre, j'expliquais aussi sur base du même article de presse que des cas graves et des décès n'étaient pas repris dans les statistiques, que ces cas devraient au contraire aller grossir la mortalité réelle de l'épidémie. Mais d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. Le diagnostic des cas est fait à partir d'écouvillons faits sur des échantillons de sécrétion du nez et de la gorge ou sur des prélèvements faits directement dans les poumons pour les cas graves, ce qu'on appelle un lavage broncho-alvéolaire. Alors on cherche la présence de matériel génétique spécifique au virus dans ces échantillons. En temps normal, la sensibilité de ces méthodes n'est pas parfaite. Il faut bien faire le prélèvement et il faut aussi régulièrement vérifier le bon fonctionnement des procédés de laboratoire. On imagine donc que dans la situation actuelle d'un nouveau virus dans un système de santé poussé à ses limites, la limitation du nombre de tests déployés au début de l'épidémie et la croissance rapide du nombre de tests faisables quotidiennement sont tous des facteurs qui ne facilitent pas la garantie de qualité dans les données dont nous disposons. Alors un article de Caixin paru le 6 février décrit aussi la situation dans les unités de soins intensifs de Wuhan à travers l'expérience du Dr Peng Ziyong, chef de service de médecine aiguë au Wuhan University South Central Hospital. Alors on y apprend les conditions très difficiles du travail dans les hôpitaux de Wuhan, notamment liées à la limitation des équipements de protection. Les médecins et infirmiers travaillent sans pouvoir manger, boire ou aller aux toilettes pendant toute la durée de leur journée parce qu'ils doivent garder le même équipement de protection qui ne peut être utilisé qu'une fois pour assurer la non-contagion, bien sûr. Cela signifie 12 heures pour les médecins et 8 heures pour les infirmières. Alors on raconte que les professionnels de santé travaillant dans ces conditions ont même commencé à porter des couches. Le personnel dort désormais dans un hôtel près de l'hôpital et ne retourne plus à la maison. Alors le médecin explique encore les mesures qu'ils ont dû prendre pour augmenter le nombre de lits de soins intensifs et assurer que ces lits soient isolés correctement. Du virus, bien entendu, pour éviter de contaminer les autres malades. Alors il mentionne aussi que le caractère trop strict au début de l'épidémie pour définir un cas, définition de cas décidée par le comité de santé de la ville de Wuhan, ce qui a fait que trop peu de gens avaient accès aux tests. Cela rejoint les informations que j'ai relayées dans ma vidéo précédente. Dr Peng insistait sur le risque de contagion posé par tous ceux qui n'avaient pas eu accès aux tests parce qu'ils ne remplissaient pas les critères de définition de cas. Les critères ont finalement été élargis après la deuxième visite de la Commission nationale de santé. Je n'ai pas retrouvé la date de ce changement, mais c'est après le 18 janvier 2020. Dr Peng explique encore que sur base des 138 cas dont ils se sont occupés, la durée de la maladie peut s'étendre sur 3 semaines après le début des symptômes. Les difficultés respiratoires apparaissent généralement pendant la 2e semaine et la mort survient lors de la 3e semaine. La plupart des gens sont guéris au bout de 2 semaines. Au 3 février 2020, sur les 138 cas, 36 ont été admis aux soins intensifs et 6 sont morts, soit 4,3%. Il rapporte encore que 15% des cas graves décèdent. Dr Peng mentionne aussi la contamination de 40 membres du personnel sur les 138 cas, insistant sur le caractère très contagieux du virus. Le traitement, rappelle-t-il, est actuellement essentiellement supportif, incluant oxygène, ventilation non invasive, ventilation invasive et ECMO. On a donc un délai d'environ 1 semaine pour qu'un cas devienne grave et 2 à 3 semaines pour qu'un cas décède. En d'autres termes, les chiffres de mortalité reflètent l'état de l'épidémie environ 3 semaines plus tôt. Il n'est donc pas correct de définir la mortalité de l'épidémie en divisant la totalité des décès avec le nombre de cas actuellement recensés. C'est encore une autre raison pour prendre avec un certain recul les chiffres de mortalité de 2% que l'on reçoit. Les nouveaux infectés en dehors de Chine ne développeront donc leurs premiers symptômes qu'après une période d'incubation qui est le plus souvent autour de 4 à 7 jours d'après ce qui est estimé actuellement. Ils développeront alors leurs premières difficultés respiratoires 1 semaine plus tard, soit 10 à 15 jours après la contagion. Les premiers décès n'arriveraient donc qu'environ 1 mois après la contagion. Le premier cas de coronavirus, on le rappelle, international recensé, date du 14 janvier 2020. Il y a donc un peu plus de 3 semaines et un décès est survenu aux Philippines il y a quelques jours. Il faudra du reste attendre qu'un nombre de cas significatifs se déclare hors de Chine pour voir les cas graves apparaître parce que, heureusement, seulement un certain pourcentage des cas devient grave. Ce chiffre n'est malheureusement pas connu.
Les premiers décès surviendront alors seulement chez les cas graves. Il est donc actuellement trop tôt pour conclure que la situation très difficile de Wuhan ne se produira pas ailleurs, en Chine d'abord, puis dans le reste du monde. On peut espérer, cependant, que les mesures d'endiguement sans précédent prises à partir du 23 janvier porteront leurs fruits. J'ai encore appris hier que de nouveaux renforts médicaux étaient demandés à Wuhan, notamment pour les soins intensifs, ce qui n'est pas rassurant. À présent, il semble que l'on se dirige peut-être vers un ralentissement, un retard dans l'évolution de l'épidémie, mais je suis cependant pessimiste quant à nos capacités de l'arrêter. Il faut que nos gouvernements prennent la mesure du défi logistique et humain à venir. En Chine, on commence à sentir la pression de l'économie aussi. Il faut que les gens mangent et paient leur loyer. On peut s'attendre à ce que cela pose une difficulté supplémentaire dans les efforts d'endiguement de l'épidémie. Et donc, pour résumer, on est face à une épidémie liée à un nouveau coronavirus dont les premiers cas ont été recensés mi-décembre 2019, il y a presque 2 mois. À Wuhan. L'épidémie se transmet très facilement de personne à personne par des gouttelettes respiratoires émises lors de la conversation, lors de la toux et lors d'un éternuement d'une personne infectée et aussi probablement par des particules virales en suspension dans l'air. Le virus infecte le plus probablement par le nez, la bouche, les yeux. Le virus peut rester actif sur les mains et les objets contaminés pendant plusieurs heures. Le port du masque chirurgical protège probablement en partie contre les gouttelettes infectieuses envoyées par une personne proche, mais pas par contre les particules en suspension dans l'air pour lesquelles un masque N95 protège mieux. Le port des lunettes aide également à protéger les yeux. Il est donc conseillé de ne pas porter ses mains au visage et de se nettoyer fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution désinfectante. Les gens plus âgés et ceux souffrant de maladies chroniques sont plus à risque de développer la maladie apparemment. On estime que le temps entre le moment de l'infection et les premiers symptômes est de 4 à 7 jours en moyenne. Les signes plus sévères, comme une difficulté à respirer, apparaissent vers la 2e semaine après l'apparition des symptômes. Lorsqu'un décès survient, c'est probablement pendant la 3e semaine de la maladie, soit près d'1 mois après l'infection. On ne sait pas quelle proportion de gens mourront de la maladie et les chiffres actuels de 2% de mortalité ne reflètent pas ce que seront les chiffres après la fin de l'épidémie, pour une série de raisons expliquées dans cette vidéo. Il n'y a actuellement pas de traitement spécifique ni de prévention vaccinale de cette maladie. Et voilà, j'espère que ce récapitulatif vous aura été utile. Couvrez-vous bien et à la prochaine fois. Ciao.